Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine, avec le code Callisto. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois directement chez vous et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Et donc nous allons continuer cette journée de conférence avec Jean Lillenstein, qui est astrophysicien à l'IPAG à Grenoble, un institut de recherche vraiment très pointu. Jean Lillenstein, pour le présenter, alors je ne vais pas dire que c'est le plus grand spécialiste des aurores boréales en France, parce qu'il est très modeste, mais en tout cas, on peut dire que c'est sans doute le Français qui a vu le plus d'aurores boréales, ça je peux le dire, parce qu'il me l'a dit lui-même. Donc c'est quand même un grand spécialiste de la question, il va vous expliquer comment tout cela fonctionne, parce que c'est joli à regarder, c'est plus difficile à comprendre. Je vous remercie beaucoup d'être là. C'est extrêmement impressionnant pour moi d'être dans cette salle devant autant de personnes. Et donc, je vais commencer tout de suite. J'aurais dû appeler sans doute cette conférence les aurores polaires, mais aurores boréales, c'est plus connu. Mais je vais vous raconter pourquoi. Et d'abord, j'espère que je ne vais pas en décevoir certains parce que je dois faire l'hypothèse que vous savez déjà le fonctionnement d'une étoile. Je n'ai pas le temps de vous parler du fonctionnement du Soleil, même si c'est de là que tout part. Néanmoins, si vous ne savez pas comment fonctionne une étoile, ne partez pas tout de suite, parce que j'en ai pas vraiment totalement besoin. Je vais juste donner quelques petites choses. La seule chose, en fait, que je voudrais vous dire, c'est que le Soleil est composé essentiellement d'hydrogène. C'est à presque 94% de l'hydrogène. Or, comment est fait l'hydrogène ? Il est fait d'un noyau qu'on appelle un proton, qui est une particule chargée électriquement. Conventionnellement, on lui donne la charge plus, et puis d'un électron, et c'était aussi une particule chargée électriquement, et conventionnellement, on lui donne le charge moins. Voilà. Et sur le Soleil, il fait chaud. Alors, je ne vais pas rentrer encore une fois dans le détail de toutes les températures, etc., mais suffisamment chaud pour que les électrons soient dissociés. Les électrons, ils sont à peu près 2000 fois plus légers que les protons, et donc ils sont un peu partout, c'est pas très grave. Et ce qui bouillonne sur le Soleil, eh bien, c'est une soupe de protons. Et c'est ça qu'on voit bouillonner ici sur le Soleil, avec des taches plus ou moins chaudes et plus brillantes, du coup avec ce code de couleur, et puis qui redescendent comme une soupe qui bouillonne dans la casserole, qui redescendent en se refroidissant et qui apparaissent plus sombres ici. Et puis on voit tout de suite sur ce film, c'est pas une animation, c'est un film qui se passe beaucoup de choses voilà, ici une grosse éruption solaire, et on voit qu'il y a toute une espèce d'atmosphère autour du Soleil. Ce qui m'intéresse, à dire vrai, c'est le vent solaire. Le vent solaire, c'est une forme d'évaporation du Soleil. Alors, pour les collègues qui sont là, c'est pas une vraie évaporation, c'est conduit par le champ magnétique, c'est pas très grave. Gardons en tête que c'est une forme d'évaporation. Et cette évaporation, de quoi elle est faite ? Eh bien, elle est faite de protons et d'électrons, comme est fait le Soleil. Regardez, sur ce film qui a été pris par un satellite belge, on a 2 angles de vue. Le Soleil est sur la droite et on a un grand angle de vue, un très serré sur la droite et puis plus large sur la gauche. Regardez le vent solaire qui s'échappe. Ce qui est frappant dans ce film, c'est que c'est pas homogène. Et donc, le vent solaire, on dit la vitesse moyenne du vent solaire, c'est au niveau de la Terre 370 km par seconde, avec une concentration moyenne de 5 protons et 5 électrons par centimètre cube. En fait, vous voyez que c'est très variable. Dans le vent solaire, il y a du vent solaire qui va plus vite que 370, 400, 500, 600, d'autres plus lentement. Et évidemment, ça va faire des espèces de collisions. Avant de continuer, j'ai déjà dit le mot champ magnétique, j'ai besoin de vous expliquer ce qu'est le champ magnétique. Et pour ça, je vais poser ce micro en espérant que cela marche. Ouais. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, super. C'est parce que sans mes mains, je n'arrive pas à parler. Alors voilà, le champ magnétique, sans doute, beaucoup d'entre vous le savent. Hein. Je ne veux pas vous sous-estimer, bien sûr. Et donc, pour les collègues encore dans la salle, ce dont je vais parler, c'est la loi de Biot et-Savart et les équations de Maxwell. Et pour les autres qui ne les connaissent pas, on s'en fout complètement. Le champ magnétique, c'est un tas d'électricité. Un tas d'électricité, c'est l'effet à distance d'électricité qui bouge.
L'effet à distance. Tous les mots sont importants en physique. Hein. L'effet à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un tas d'électricité devant vous et qui ne bouge pas, c'est pas possible. Hein. On fait ça dans sa tête pour les physiciens. C'est ρ, évidemment, dans les équations. Pour les autres, on s'en fout. Vous avez un tas d'électricité qui ne bouge pas. Vous êtes à distance. Vous ressentez quelque chose qui s'appelle le champ électrique, que vous connaissez bien. Hein. Quand il y a de l'orage, vous sentez le champ électrique parce que la base des nuages se tapisse d'électricité. La base du sol aussi. Les nuages, honnêtement, c'est comme s'ils ne bougeaient pas à quelques kilomètres à l'heure, et vous ressentez le champ électrique. Si le tas d'électricité se met à bouger devant vous, que vous êtes à distance, alors il y a un effet supplémentaire qui se rajoute qu'on appelle le champ magnétique. Évidemment, si vous êtes à cheval sur le tas d'électricité qui bouge, vous n'êtes pas à distance et vous bougez avec, il n'y a pas de champ magnétique. Hein. C'est l'effet à distance d'électricité qui bouge. Or, le vent solaire dont je viens de parler, il est fait de protons et d'électrons, c'est-à-dire d'électricité qui bouge. Donc, il transporte avec lui son propre champ magnétique qu'on appelle le champ magnétique interplanétaire. Voilà. Le Soleil, ce qui est aussi important pour la suite de cet exposé, c'est que c'est une étoile active. Alors regardez ici ce qui se passe. Beaucoup de parmi vous ont déjà joué avec des solénoïdes, là, des bobines là, dans lesquelles on fait des fils. Regardez ça, c'est des protons qui se mettent à tourner autour d'une ligne de champ magnétique. Hein. Il y a un pôle magnétique nord d'un côté, un pôle magnétique sud de l'autre, et puis ça s'élève, ça s'élève. Et quand ça s'élève comme ça, on appelle ça une protubérance. Cette protubérance, alors ça c'est un film de la JAXA, hein, un film japonais. Cette protubérance, quand elle s'élève, elle se refroidit. Alors quand on la voit sur le fond noir du ciel, elle apparaît très brillante, mais quand on la voit par-dessus la surface du Soleil, comme elle est plus froide que la surface du Soleil, elle apparaît sombre, on appelle ça plutôt un filament. Et cette activité connaît divers cycles. Alors ici, il y a encore un très beau film qui est un film de la NASA, de SDO. Donc maintenant, vous savez de quoi il s'agit. Là, on a une protubérance avec un pôle nord, un pôle sud, ou le contraire, un magnétique. Mais on voit qu'il y en a plein ici. Et puis ici, on est en plus un petit peu à l'extérieur, un peu au-dessus de la surface du Soleil, et on voit qu'il y a des fortes zones sombres dont je vais reparler. Le cycle solaire le plus fameux, il est caractérisé depuis très longtemps par ce qu'on appelle les taches solaires. Alors voilà ici un soleil avec beaucoup de taches, et dans ce cas, on dit que le soleil est actif quand il y a beaucoup de taches. Et quand il n'y en a pas, on dit qu'il est calme. Voilà, tout simplement. Le cycle solaire dont je parle là, le plus fameux, le plus connu, sa durée c'est 10 à 13 ans. Je suis absolument certain dans la salle que beaucoup d'entre vous le connaissent sous le nom du cycle de 11 ans. Oubliez ce nombre magique. Hein. Quand on regarde la variabilité des taches solaires, on se rend compte que 11 ans, c'est même pas une moyenne. D'ailleurs, je l'ai faite la moyenne sur les 200 dernières années, ça tombe même pas sur 11 ans. Donc c'est une espèce de chiffre magique qui permet de se rappeler que c'est autour de 11. C'est entre 10 et 13. Une tache, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ici, à l'intérieur de la tache, le champ magnétique à l'intérieur de la tache peut être jusqu'à 400 fois plus élevé que le champ magnétique ailleurs, en dehors de la tache. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les protons se mettent à tourner autour de la ligne de champ magnétique. Rappelez-vous, le magnétisme, c'est de l'électricité qui bouge. Donc, c'est pas du tout étonnant que de l'électricité soit sensible au magnétisme, c'est la même chose. Donc voilà, les protons se mettent à tourner autour de la ligne de champ, il y a moins de collisions, la température baisse. La température de surface est de l'ordre de 5700 Kelvin. La température à l'intérieur de la tache peut descendre de plus de 2000 Kelvin, jusqu'à à peu près jusqu'à 4000, 4500 Kelvin. Donc un premier paramètre important pour la suite de cet exposé, pour arriver aux aurores, c'est le nombre de taches solaires. Le nombre de taches solaires parce qu'il permet de facilement caractériser l'activité du Soleil. Néanmoins, quand il y a beaucoup de taches solaires, il y a aussi beaucoup de protubérances, donc le nombre de protubérances ou le nombre d'éruptions pourrait également être une façon de caractériser l'activité solaire. Hein. Voilà. Alors, vous connaissez tous ce nombre qui est publié sur un nombre énorme de sites Internet qui est calculé par plusieurs observatoires d'astrophysique sur plusieurs continents, qu'on appelle, nous en français, RI, et qu'on appelle SSN pour Solar Sunspot Number en anglais. Donc voilà, quand il n'y en a pas, le soleil est calme, il y a peu de chances de voir des aurores polaires, et quand ce nombre atteint des valeurs de 150 ou plus, le soleil est très actif, on a plus de chances de voir des aurores. J'insiste sur le fait que ce nombre est encore excessivement débattu. En Belgique, on a une équipe extraordinaire qui a travaillé sur l'étalonnage de ce nombre et qui l'a complètement réétalonné très récemment.
Et c'est vraiment très, très, très débattu. Je vais pas parler du flux solaire, c'est-à-dire la lumière. Alors nous, on parle de rayonnement, parce qu'en plus de la lumière, il y a l'ultraviolet, le rayonnement radio, il y a tout un tas de choses en plus de la lumière visible. Donc on parle plutôt de rayonnement ou de flux solaire électromagnétique. Je vais pas en parler parce que pour les aurores, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais il est intéressant. En particulier, la partie visible varie relativement peu. Et on n'est même pas sûr d'une grande variation au cours d'un cycle. Mais tout ce qui est en dehors de la partie visible, la partie radio ou la partie extrême ultraviolet ou X, varie comme l'activité solaire, varie comme les taches, varie comme les protubérances, etc. Ce qui permet d'avoir un deuxième nombre pour caractériser l'activité solaire, le nombre qui a été choisi pour des raisons historiques. Et malheureusement, on est maintenant en plein... Enfin, on ne peut pas s'en débarrasser alors que ce n'est pas le meilleur. C'est le flux à 10,7 cm dans les ondes radio, le F10.7. Donc si vous voulez voir des aurores, ne vous contentez pas d'essayer de trouver le nombre de taches solaires, regardez aussi F10.7. Voilà, donc c'est quand F10.7 vaut 70, le soleil est très très calme, c'est un flux, donc il y a toujours du flux qui arrive du soleil, un flux dans le rayonnement radio, et puis il peut atteindre 300, et là on a des choses très actives. Donc le soleil, en plus des protubérances, donc quand une protubérance casse, ça permet d'avoir des éruptions, donc ici on a, pardon, excusez-moi. Ici, on a une éruption qui se développe très rapide, alors c'est très accéléré bien sûr. Voilà. Ces éruptions, de la même façon que les protubérances, que le flux solaire dans l'extrême ultraviolet ou dans le rayonnement radio, que les taches varient avec l'activité solaire. Donc c'est une autre façon de caractériser le rayonnement solaire, l'activité solaire. Et puis, il y en a encore d'autres, hein, c'est dommage, j'aimerais bien avoir plein de temps pour vous en parler, mais il y a Liot, un astrophysicien du début du XXe siècle, qui a eu l'idée de simuler des éclipses de soleil. Il a mis un cache au milieu de son télescope pour cacher le soleil et voir ce qu'il y avait autour, la couronne du soleil. Alors voilà ici un film qui a été pris par Soho. Et on voit ici, dans une période extrêmement active, la couronne solaire, cette évaporation dont je parlais tout à l'heure, avec, vous le voyez, à plusieurs moments, des énormes éjections de cette masse de la couronne qu'on appelle des éjections coronales de masse. Et quand le soleil est actif, il y en a beaucoup, il peut y en avoir 2 par jour terrestre, et quand le soleil est calme, il peut ne pas y en avoir du tout pendant plusieurs jours. La structure de la couronne du soleil, donc là on est à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de la surface. La structure coronale, elle évolue cycliquement. Alors regardez, ici on a un film qui a été pris par Soho, pendant le soleil calme, et puis le même instrument, donc de la couronne solaire, pris par SDO, un satellite américain. Alors les couleurs sont différentes pour une raison qui m'amuse beaucoup, c'est que quand Soho a été lancé, le responsable de l'instrument, il y avait beaucoup d'instruments français qui ont été construits essentiellement ici à Orsay, et puis à l'Observatoire de Paris, et c'est de la Boudinière, un collègue que j'adorais, qui a choisi le code des couleurs vert comme ça à gauche. Et quand les Américains ont lancé SDO, ils se sont dit on va quand même pas reprendre le code de couleurs des Français, donc ils ont fait le leur. Donc c'est pour ça que les couleurs ici sont différentes, mais c'est la même longueur d'onde qui est observée, qui est mise dans la couronne du soleil. Et regardez à quel point le soleil est différent d'une année à l'autre. Donc ici, on est en 2009, et puis à droite, on est 2 ans et demi plus tard. On a l'impression que c'est 2 étoiles différentes. Ce qui est ici intéressant, c'est que vous voyez que dans la couronne, il y a une zone sombre là, et puis une zone sombre aussi au pôle sud magnétique, au pôle sud, du Soleil. Il y a une au pôle nord du Soleil. Ça fait un trou dans la couronne, on appelle ça un trou coronal. Dans les trous coronaux, le vent solaire qui s'échappe est à peu près moitié moins dense, et puis il est à peu près 2 fois plus rapide. Donc le flux total, c'est à peu près le même, mais les caractéristiques sont différentes. Et vous voyez, à droite, on voit des trous coronaux un peu partout sur la surface du Soleil. Et donc, c'est aussi une façon de caractériser l'activité solaire, les trous coronaux. Voilà à quoi ressemblait le Soleil le 7 novembre 2012. Donc on avait beaucoup de tâches. Ici, c'est une façon de photographier le champ magnétique du Soleil à la surface. Pour ceux que ça intéresse, qui connaissent un peu la physique, c'est par effet Zeeman. Ici, vous reconnaissez les coronaux
coronographe de Liot, celui que je vous montrais tout à l'heure, et puis un avec un plus grand angle. Alors donc on voit ici un champ magnétique qui est très très bien distribué sur le Soleil, hein, beaucoup dans l'hémisphère nord, un peu dans l'hémisphère sud. C'est un Soleil qui est de plus en plus actif en ce moment. On est dans une montée d'activité du cycle. Et puis ici, on voit une couronne qui est bien distribuée, qui n'est pas seulement équatoriale, mais qui est bien tout autour du Soleil. Et ça, c'est aussi une caractéristique d'un Soleil actif. Et puis ici, on a diverses longueurs d'onde dans lesquelles on peut voir les trous coronaux. Et vous voyez que là, il y a un grand trou coronal qui traverse le Soleil. Et pour nous, en météorologie de l'espace, les gens qui s'intéressent aux aurores, c'est super intéressant. Alors, on mesure également la vitesse du vent solaire. Donc, ce qui s'est passé là, donc ça c'est très près de la Terre. Maintenant, on est presque au niveau de la Terre. Donc, j'ai pris les données un jour et demi plus tard. Et un jour et demi plus tard, on a un vent solaire qui est arrivé à peu près 400, 420, 30 km par seconde, avec quelques soubresauts. Et puis il est redescendu à sa moyenne habituelle de 370 km par seconde. Et ensuite, on peut regarder ici la concentration des protons ou des électrons. Donc on a une concentration qui est montée jusqu'à 20-25 protons par centimètre cube, et puis peu à peu elle est redescendue à sa valeur moyenne de l'ordre de 5. Donc c'est un Soleil, il y a quelques jours, hein, cette semaine, c'était un Soleil relativement actif. Alors où est-ce qu'on en est? Donc, le Soleil, c'est une étoile active qui connaît plusieurs cycles d'activité, mais le principal, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un cycle, le cycle solaire, qui dure 10 à 13 ans. Et on caractérise ce cycle solaire, pour ceux qui ont envie de voir des aurores et qui ont envie de savoir si le Soleil est actif, par des chiffres. Donc, un des chiffres, c'est les taches solaires, un autre, c'est le flux à 10,7 cm. Il y a plusieurs régimes de vent solaire. Il y a le vent lent, il est permanent. Tout le temps, le Soleil envoie du vent solaire dans l'espace, avec une vitesse moyenne à 1 unité astronomique, je l'ai dit, 370 km par seconde, et 5 protons, 5 électrons par centimètre cube. Il y a aussi, quand il y a des éruptions ou des éjections coronales de masse, un vent qui peut être sporadique cette fois, qui est local, donc il ne vient pas toujours vers la Terre, des fois il va vers Mars ou Vénus ou ailleurs, on s'en fout, et puis il peut être potentiellement plus dense. Et enfin, on a dans les trous coronaux un vent plus rapide mais moins dense. Donc plusieurs régimes de vent solaire. Et la grande découverte de ces dernières années, c'est que toutes les manifestations de l'activité solaire sont liées à son champ magnétique. Et donc, on pourrait appeler le Soleil, comme beaucoup d'étoiles d'ailleurs, une étoile magnétique. Alors, cette électricité, elle voyage dans l'espace interplanétaire. Et je vous rappelle, encore une fois, c'est de l'électricité qui bouge, elle transporte avec elle son champ magnétique interplanétaire. Et éventuellement, elle rencontre des planètes, et éventuellement la Terre. Or, la Terre possède, elle aussi, un champ magnétique, et puis elle possède une atmosphère. Et alors, il se produit beaucoup de choses. Alors, je vais rentrer un petit peu dans deux théories de ce qui se produit. Le sentiment, je suis là depuis 3 jours, et le sentiment que j'ai, c'est que vous avez tous faim de comprendre comment ça se passe. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail que pour une conférence grand public. J'espère ne perdre personne. Et n'hésitez pas à venir me voir si je vous ai perdu après la conférence. Je vais adresser en particulier 2 théories. Alors là, j'espère que vous voyez mes mains. Moi, je vous vois à peine. Voilà. Alors donc, on a le vent solaire qui approche de la Terre. Rappelez-vous, le vent solaire, il est fait d'électrons et de protons, d'électricité. Quand il s'approche de la Terre, je vais faire une parenthèse d'abord. Je veux rentrer dans les détails parce que sur Internet, on trouve un nombre infernal de choses fausses et moi, je ne veux pas passer mon temps à corriger ce qu'on trouve sur Internet. Voilà. Donc, je vous raconte. Le vent solaire arrive et puis il devient sensible au champ magnétique de la Terre avec un pôle nord magnétique, un pôle sud magnétique. Il est penché un petit peu, c'est pas très important. Et là, l'électromagnétisme nous raconte une première chose absolument fascinante, qui est que quand des particules chargées arrivent dans un champ magnétique, elles subissent une déviation, une force qui est perpendiculaire à la fois à leur vitesse et au champ magnétique. Ça veut dire que les électrons vont aller d'un côté et les protons vont aller de l'autre. Mais évidemment, le vent solaire, il y en a partout. Il y en a évidemment au nord de la planète, au sud de la planète, sur les flancs de la planète, et il est poussé. J'essaye pas de dire que d'un côté, il va y avoir seulement des électrons et de l'autre seulement des protons, parce qu'il y a du vent solaire qui arrive par là. Simplement qu'il y a un peu plus d'électrons d'un côté et un peu plus de protons de l'autre. Et quand on sépare des charges électriques, il se produit un nouveau phénomène, comme je décrivais dans les orages tout à l'heure, qui s'appelle un champ électrique. Ça veut dire qu'il se propage un grand champ électrique est-ouest
dans toute cette énorme zone qui fait à peu près 10 rayons terrestres de large. Donc les électrons tournent d'un côté, les protons tournent de l'autre, et ils enferment la Terre dans une espèce de cavité qu'on appelle la magnétosphère. Voilà, il se passe tout un tas de choses dans la magnétosphère. Je vais essayer d'être un petit peu clair. Quand des particules électrisées se retrouvent dans un champ magnétique, elles avancent en spiralant comme ça. Alors, imaginez quand même, cette magnétosphère, c'est pas aussi joli que ce que j'ai dessiné là. C'est d'abord la frontière, elle est vaste, elle est large, et puis c'est immatériel, bien sûr. Les électrons et les protons, ils tournent, et ceux qui sont au plus près de la magnétopause, c'est-à-dire la frontière, et ben des fois ils sont à l'intérieur, et puis des fois à l'extérieur en tournant. Et en vérité, une grande partie d'entre eux, 10%, pénètrent à l'intérieur de la magnétosphère. Et là, il se passe de nouveau quelque chose, et pour ceux qui n'ont pas de base de physique, je suis navré, et je vous demande de me croire, c'est que ces particules se retrouvent dans un milieu dans lequel il y a un champ magnétique nord-sud, où qu'elle soit, bien sûr, mais il y a aussi un champ électrique est-ouest, ce champ électrique qui a été créé par la séparation de charge côté jour. Vous comprenez ce que je raconte, j'espère, hein. Et donc, elle contourne la Terre. L'électromagnétisme nous dit, quand des particules se retrouvent dans un milieu avec un champ électrique et un champ magnétique comme ça, eh bien, elles subissent toute une déviation qui ne dépend pas, c'est fascinant, du signe de leur charge. Qu'elles soient chargées positivement ou négativement, elles reviennent toutes vers la Terre. Donc, elles arrivent dans la magnétopause par le côté nuit, et là, elles se retrouvent dans un milieu qui les oblige toutes à revenir vers la Terre. On m'a dit que j'avais un pointeur, je vais essayer de m'en occuper. Voilà, elles arrivent là côté nuit à peu près. Il y a d'autres portes d'entrée, hein, mais c'est de celle-là que je veux m'occuper aujourd'hui parce qu'il y a trop de choses absurdes sur Internet là-dessus. Elles reviennent toutes vers la Terre, quel que soit le signe de leur charge. Et quand elles s'approchent de la Terre, donc elles arrivent dans le plan de l'équateur sur quelque chose de très très large qu'on appelle le feuillet de plasma. Et quand elles arrivent à proximité de la Terre, c'est-à-dire typiquement entre 5 et 7 rayons terrestres, alors elles commencent à être sensibles aux variations du champ magnétique. Le champ magnétique, pour les physiciens, on appelle ça un gradient. Le champ magnétique devient de plus en plus intense. Et de nouveau, on peut, avec les lois de l'électromagnétisme, facilement décrire que quand une particule chargée se retrouve dans un milieu où on a un champ magnétique, toujours nord-sud, mais un gradient, une variation du champ magnétique, cette fois, cette variation elle est dans le sens de leur vitesse, hein, plus elle s'approche et plus le champ magnétique de la Terre est intense, alors de nouveau, il se produit une déviation, une force perpendiculaire aux deux, perpendiculaire au champ magnétique et perpendiculaire à ce gradient. Et donc les particules, elles sont éjectées perpendiculairement, vers l'est ou vers l'ouest. Et ces particules, cette fois-ci, ça dépend du signe de leur charge. Donc les électrons vont se mettre à tourner autour de la Terre, perpendiculairement aux deux, et les protons à tourner autour de la Terre, dans l'autre sens, en créant un énorme anneau qu'on appelle un anneau de courant, parce que c'est des courants électriques, bien sûr. Dans cet anneau de courant, voilà, donc ça c'est ce que j'ai déjà dit. Dans cet anneau de courant, il se produit des collisions. Alors, de nouveau, je me méfie beaucoup. Hein. Pour mes collègues, c'est des collisions coulombiennes. Pour les autres, on s'en fout, c'est pas très grave. Donc, il se produit des collisions qui vont éjecter les particules vers le nord ou vers le sud. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Rappelez-vous, c'est des particules chargées, elles sont sensibles au champ magnétique. Elles vont essayer de se mettre en face du pôle nord ou du pôle sud magnétique pour aller le rejoindre. Mais le pôle nord ou le pôle sud magnétique, ils sont à l'intérieur de la planète. Hein. Si bien qu'en cours de route, ces particules vont rencontrer l'atmosphère de la planète. Donc elles le rencontrent sur une espèce de cône, comme ça fait comme un entonnoir, et puis on découperait l'entonnoir là où elle rencontre l'atmosphère. Et quand on découpe l'entonnoir, et bien ça fait un cercle. Près de la Terre, plus elle s'approche de la Terre, et ça se produit à ce moment-là en dessous de typiquement 600 km d'altitude, et même plutôt 300 km d'altitude, et bien là, elles se concentrent, toutes ces particules. Hein. Dans l'anneau de courant, elles sont très très diluées, mais là, il y en a le même nombre, simplement sur un volume beaucoup plus petit, donc elles sont extrêmement concentrées, et il commence à y avoir des collisions avec les molécules atmosphériques et les atomes atmosphériques, typiquement entre 300 et 80 km d'altitude.
Qu'est-ce que c'est une collision? L'air que nous respirons ici dans la salle, c'est des molécules d'azote et des molécules d'oxygène. Ce qui est intéressant, ce qui est rigolo avec ces molécules, c'est qu'elles ont la même structure, 2 atomes d'azote ou 2 atomes d'oxygène. Quand une collision arrive, donc un électron... Alors, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière, j'aurais dû me faire un transparent. Les protons, en fait, ils sont arrêtés à plus de 1000 km d'altitude parce qu'ils sont tellement massifs, les malheureux, que pour des raisons pareilles d'interaction avec le champ magnétique, ils n'arrivent pas à descendre très très bas. C'est les électrons qui descendent très très bas. C'est très très rare d'avoir des protons qui descendent très bas. Donc ces électrons qui arrivent, ils tapent, disons, dans une molécule d'azote. Il peut se passer plusieurs choses. La molécule d'azote peut se mettre à vibrer parce qu'il y a eu un choc, hein, comme un choc entre 2 voitures. Elle peut se mettre à vibrer. Et on comprend bien avec les mains qu'il y a plusieurs modes d'excitation vibrationnelle. On appelle ça une excitation vibrationnelle. La molécule peut se mettre à tourner sur elle-même. On appelle ça une excitation rotationnelle. Et on comprend bien de nouveau que c'est pas pareil de tourner parallèlement ou perpendiculairement au champ magnétique, par exemple. Il y a donc plusieurs modes d'excitation rotationnelle. Et puis vous le savez, hein, toute la matière est faite de la même façon, des noyaux et puis des électrons quelque part autour. Un électron peut s'écarter de la molécule ou de l'atome. Plus ou moins vite. Alors plus ou moins vite. Le plus vite, c'est quelques centièmes de seconde, et le plus lent, c'est 110 secondes. L'électron revient à sa position d'équilibre, la rotation s'arrête, la vibration s'arrête, et l'énergie qui a été donnée par collision est rendue sous forme de lumière. Pour mes collègues, de nouveau, c'est les lois de Rydberg, et pour les autres, aucune importance. C'est pas grave du tout. Voilà. Sous forme de lumière. Ça s'appelle une aurore. Ça s'appelle une aurore. Une aurore boréale au nord, australe au sud. Une aurore, c'est des millions et des millions d'électrons qui ont fait ce parcours depuis le Soleil, qui sont entrés dans la magnétosphère. Il y a d'autres portes d'entrée que celles que je vous ai décrites, mais ça, c'est la principale, qui ont suivi tout un schéma compliqué à cause des gradients, à cause de tout un tas de choses, et qui se retrouvent, qui ont tourné autour de la Terre, qui se sont positionnés en face du champ magnétique, qui descendent dans l'atmosphère, qui heurtent l'atmosphère. Et elles le heurtent comment? Sur un cercle. Et ce cercle, on l'appelle l'ovale auroral. Il y a un ovale auroral boréal au nord et un ovale auroral austral au sud. Ils sont totalement identiques. On s'est amusé à mettre des caméras d'un côté de l'autre, on ne voyait pas la différence. Et ça, je trouve ça dégoûtant parce que du coup, le CNRS refuse de me payer des missions en Antarctique, puisque ça coûte quand même beaucoup plus cher. Alors pourquoi un ovale? C'est parce que au milieu du 19e siècle, les grandes nations scientifiques voulaient conquérir les pôles, et évidemment, elles se demandaient qu'est-ce qu'elles allaient trouver, et donc elles ont envoyé des scientifiques. En vérité, elles voulaient conquérir les pôles. C'était les grandes nations économiques, bien sûr, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. Elles ont envoyé des scientifiques pour savoir qu'est-ce qu'il y avait au pôle. Il y en a beaucoup qui sont morts. Ils sont morts mangés par les ours, morts de froid, morts de faim, enfin bon. Mais ils ont compté les aurores. Et en 1851, en Allemagne, ils ont publié cette carte où on voit l'occurrence des aurores. Et entre les deux points, entre les deux cercles très très sombres ici, ils disent qu'il y a à peu près une aurore toutes les nuits, quoi. Il y en a tout le temps des aurores, quoi. Et puis on s'écarte. Donc ici à Paris, l'occurrence des aurores, c'est 2 par an en statistique, quoi. Et ils ont dit, alors 2 par an, évidemment, on ne les voit pas, hein, parce que pour les voir, vous allez vous en rendre compte, il faut aucune lumière. Il faut être dans le noir le plus absolu. Il ne faut pas qu'il y ait de nuages. Si possible, pas de lune, donc voilà. Et comme cette zone-là, ils l'ont tracée ovale, là il y a le champ magnétique, donc ils avaient identifié que le champ magnétique de la Terre était à l'intérieur. Comme ils l'ont tracé ovale, on a gardé ce nom d'ovale auroral. Je voudrais revenir sur un paramètre qui est très important, en particulier parce que je suis persuadé que beaucoup parmi vous sont allés voir des aurores ou veulent aller en voir. Donc rappelez-vous, je reviens sur cette notion de champ magnétique interplanétaire. Donc, on a le champ magnétique de la Terre qui est comme ça, et puis le champ magnétique de interplanétaire qui peut bouger dans n'importe quelle composante. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est la composante nord-sud. Alors si la composante nord-sud, elle est comme ça fait comme 2 aimants. Vous savez, quand on prend des aimants nord contre nord, ils se repoussent, quoi. Donc ça fait comme 2 aimants, et puis les particules font ce que je racontais tout à l'heure, les électrons qui contournent d'un côté, les protons de l'autre, quoi. Mais supposez, par hasard, ça arrive régulièrement, enfin pas régulièrement, ça arrive très très souvent, que la composante nord-sud du champ magnétique interplanétaire s'inverse. Alors il y a un endroit, à peu près à une douzaine, entre 10 et 12 régions terrestres de la Terre du côté du Soleil, et ben il y a un endroit où ça s'annule,
où il n'y a plus de champ magnétique. Ils ont la même intensité, mais il y en a un vers le nord et un vers le sud. Et les particules peuvent rentrer directement. On appelle ça la magnétosphère ouverte de Dungey. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que tous les chasseurs d'aurore amateurs que je connais me disent « Oh, on a regardé un indice que tout ceux-là finissent par apprendre, qui s'appelle l'indice Capet. » L'indice Capet nous raconte comment varie le champ magnétique de la Terre, le champ magnétique externe, pas le champ du noyau, sous l'activité solaire. Et quand il est égal à 1, c'est calme, il ne se passe pas grand-chose. Et quand il est égal à 9, c'est très très actif. Et beaucoup d'entre eux me disent « Je ne comprends pas du tout, Capet il valait 1, j'ai eu des aurores absolument folles, enfin bon, comment ça se fait quoi ?» Moi je le regarde à peine en fait, Capet je m'en fous, parce que alors K ça veut dire noyau en allemand, c'est kernel, mais P c'est planétaire, c'est une moyenne planétaire, ça raconte rien sur ce qui se passe localement. Et donc il ne m'intéresse pas beaucoup, parce que ce qui m'intéresse moi le plus, c'est comment varie le champ magnétique localement, là où je me trouve pour regarder les aurores. Donc si le champ magnétique interplanétaire, sa composante nord-sud vers le nord, que le soleil est très calme, il n'y aura pas beaucoup de chances de voir des aurores, mais s'il se retourne, il y a plein de chances de voir des aurores. Alors je vous ai montré le soleil le 7 novembre, qu'est-ce que je raconte ? Oui, c'est ça, le 7 novembre, et puis donc le vent solaire s'est propagé, et donc ici on a l'intensité du champ magnétique. Évidemment, si le champ magnétique interplanétaire se retourne, ça amoindrit, ça se retranche au champ magnétique de la Terre, donc on a un effondrement, pas un effondrement, mais on a une diminution du champ magnétique de la Terre ici, en bleu, et ça, c'est des aurores. Moi, si j'avais été en observation ce jour-là, j'aurais commencé à voir cette diminution, je serais sorti tout de suite, quoi. Aucun doute là-dessus, que s'il n'y a pas de nuages, on va voir des aurores, même si Capet est très faible, ça n'a pas d'importance. Depuis 30 ans que je vais voir des aurores, il n'est arrivé que 2 fois que je n'en vois pas pendant 8 à 10 jours de manip. 2 fois. Et j'ai donc traversé plusieurs cycles solaires. Donc, une chose que j'aimerais que vous reteniez si vous avez envie d'aller voir des aurores, c'est que la variation du champ magnétique dans le temps est un paramètre essentiel. Et que ça, vous pouvez le trouver maintenant. Donc ça, c'est le site de l'Agence spatiale européenne, où il y a des prévisions de cette variation du champ magnétique. Voilà, ça c'était la première théorie, et ce qu'elle a de vraiment beau, alors il y en a qui l'appellent par dérision la théorie du robinet qui fuit, moi j'aime pas beaucoup ça, je trouve ça un peu ironique, mais ce qu'elle a de vraiment formidable, c'est qu'elle permet d'expliquer leur valeur orale, et ça c'est cool. En plus, rappelez-vous, dans le vent solaire, il y a du vent lent, du vent rapide, ça veut dire que sur les côtés, là, sur les flancs de la magnétopause, c'est pas un flux continu de particules, il y a des particules qui arrivent vite, d'autres lentement, et ça, si bien que le champ électrique que j'ai tracé comme une bielle droite tout à l'heure, là, en fait, c'est pas du tout une droite, c'est un champ qui n'arrête pas de varier, quoi. C'est un champ qui peut presque boucler sur lui-même parce qu'il y a des électrons qui passent dans tous les sens et des protons avec plein de vitesse sur les flancs, quoi. Et c'est ça qui donne la dynamique de l'aurore. C'est ça qui donne cette dynamique absolument folle, ces rideaux qui n'arrêtent pas de bouger. Il y a d'autres phénomènes, mais c'est le phénomène principal. Donc, cette théorie magnifique, elle permet d'expliquer la valeur orale et la dynamique des aurores. Alors, j'ai demandé, quand on m'a invité, je vous remercie de m'avoir invité, quand on m'a invité à donner cette conférence, j'ai demandé à avoir un tableau, et Eric Pied-Noël a refusé de me donner un tableau, donc j'ai décidé de faire mon tableau dans mon labo pour vous parler de la deuxième théorie. Alors, donc on a le Soleil, ça va partir exactement de la même façon que tout à l'heure. On a le Soleil, il envoie des électrons et des protons dans l'espace interplanétaire, et on a la Terre. Alors là, j'ai dessiné la Terre vue, j'ose à peine dire comme ça, de dessus, un petit peu au-dessus du pôle nord magnétique, par exemple. Et ce que je dessine ici, c'est les lignes de champ magnétique. J'espère que je ne vous déroute pas trop en parlant de lignes de champ magnétique, là où le champ magnétique est le même autour de la Terre. La même intensité. Et donc les particules arrivent, comme tout à l'heure, ces particules vont contourner la Terre avec des protons qui contournent par un côté, donc les protons, leur charge
Elle est plus, c'est la place qui a donné cette convention. Et puis les électrons chargent moins qui contournent de l'autre côté. Et si on dessine par-dessus, cette fois avec le pôle nord magnétique bien au-dessus, eh ben, ça dessine cette grosse cavité qu'on appelle la magnétosphère avec sa frontière qu'on appelle la magnétopause. Et la magnétopause, eh ben, c'est une frontière... j'ai repris en rouge là, les charges plus et en bleu les charges moins. Voilà, la magnétopause, c'est pas une ligne en fait, c'est quelque chose qui fait plusieurs dizaines de kilomètres, c'est très large, les particules tournent dedans et certaines se font piéger à l'intérieur de la magnétopause. Alors, comme tout à l'heure, des particules vont pouvoir rentrer, environ 10% de ces particules vont pouvoir rentrer dans la magnétopause, et puis, comme tout à l'heure, à cause du champ électrique, hop, elles vont pouvoir revenir vers la Terre. Et là, cette théorie nous raconte autre chose. Cette théorie nous raconte que quand elles reviennent vers la Terre, eh bien, les électrons vont aller du côté où il y avait plus de protons, parce qu'ils sont évidemment attirés par là où il y a le plus de charges positives. Il y a une autre raison qui est de nouveau ce gradient de champ magnétique, mais gardons déjà cette image, quoi. Elle est simple et elle permet de bien comprendre les choses. Et puis les protons qui sont rentrés dans la magnétosphère, ben, ils vont aller de l'autre côté, là où il y a des électrons, quoi. Et bien sûr, il y a des lignes de champ magnétique qui partent de la Terre et puis qui connectent la Terre à ces zones-là, hein. Donc cette zone où il y a des électrons d'un côté et puis des protons au-dessus, et en dessous, c'est là juste l'inverse, quoi. On avait des électrons à la frontière, et ben, entre la frontière et la Terre, on se retrouve avec des protons. Donc on a des lignes de champ qui relient les uns aux autres, si bien que... Oh, j'ai un pointeur, c'est trop cool. Si bien que ici, ben, les électrons ils vont pouvoir descendre vers la Terre. Ici, les électrons vont descendre vers la Terre, plus près du pôle, hein. Et puis, ces électrons, ils vont boucler ici dans l'atmosphère, et puis ils vont aller rejoindre les protons qui se trouvent ici, quoi. Ça fait un courant qu'on appelle un courant aligné. Alors, cette théorie-là, elle ne permet pas d'expliquer la fermeture de l'ovale auroral. Mais par contre, ce qu'elle explique de façon splendide, c'est des mesures qu'on a de courants électriques dans l'atmosphère. Et ces courants, ils sont super importants parce que quand on voit des voiles auroraux, eh ben on voit des voiles, et puis entre les deux, c'est noir. Et pourquoi c'est noir? C'est parce qu'il y a des électrons qui sont descendus, qui ont déposé plein d'énergie en excitant. Ensuite, ils font quelques kilomètres, et puis ils remontent le long d'une ligne de champ, mais ils n'ont plus assez d'énergie pour créer de la lumière. Donc il y a toujours des électrons qui remontent, il faut toujours qu'un courant se boucle, et c'est ce genre de phénomène qui se produit. Et ça, c'est bien expliqué par cette théorie. En tous les cas, que ce soit par une théorie ou par une autre, moi je les trouve complémentaires. Mes collègues de la magnétosphère, je les vois de temps en temps s'écharper sur des choses. Il y en a d'autres des théories, hein. Mais je trouve qu'elles sont belles toutes les deux et complémentaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est absolument pas ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un de ces films qui a été fait par la NASA ou par l'Agence spatiale européenne. Il y a quelques années, l'Agence spatiale européenne m'a dit on a fait un film, est-ce que tu peux regarder si c'est bon avant qu'on le mette sur Internet? Donc je leur ai envoyé toute une page, plusieurs pages en leur disant pourquoi c'était tout faux. Et ils m'ont dit oh, c'est trop tard, on l'a déjà mis en ligne. Mais voilà ce qu'on trouve en ligne. Ici, ça c'est la NASA qui l'a fait, l'Agence spatiale européenne fait pareil. Donc voilà, c'est très joliment fait. On a le soleil qui envoie le vent solaire. Et alors là, il y a un truc absolument phénoménal qui se passe, c'est que le vent solaire, il passe nord-sud. Toute la physique, elle est est-ouest, hein, comme je vous l'ai expliqué, mais le vent solaire, il passe nord-sud sur l'animation. Et alors, comme ils n'ont pas bien compris comment ça pouvait se passer, ils se sont dit, il doit y avoir des trucs là qui sortent de la Terre. Donc on va faire sortir quelque chose de la Terre, et puis on va les faire revenir, et pour une raison qu'on ne comprend pas bien, et ça fait un ovale auroral. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve sur le site de SOHO. Ça a été créé par la NASA. On n'est pas beaucoup plus fort à l'Agence spatiale européenne. Donc voilà, je leur ai demandé d'arrêter de m'envoyer leurs films s'ils les mettaient sur Internet avant que je puisse les corriger. Voilà, je vais vous montrer quand même quelques films. Est-ce que c'est possible d'éteindre les grandes lampes? Je ne sais pas qui est à la régie, pour que les gens voient bien. Je dois vous dire qu'on a en France les deux meilleurs astrophotographes pour les aurores polaires, les deux meilleurs au monde, à mon sens, qui s'appellent Jean Mouette et Thierry Legault. Et Jean m'a gentiment autorisé à montrer un de ses films.
Pourquoi c'est les meilleurs? Parce que c'est les seuls qui sont capables de filmer des aurores avec les bonnes intensités, les bonnes lumières et avec la bonne dynamique, la bonne vitesse. C'est les meilleurs. Donc voilà, à quoi ressemble une aurore? Chaque couleur nous raconte une histoire. Imaginez que les électrons arrivent, ils avaient au départ une vitesse initiale de l'ordre de 200 km par seconde. Alors ils vont être arrêtés dans l'atmosphère au-dessus de 200 km et là ils vont rencontrer de l'oxygène atomique. Et avec l'énergie qu'ils apportent à l'oxygène atomique, cet oxygène va rayonner dans le rouge. Le plus souvent, le vent solaire est envoyé avec sa vitesse moyenne de 370 km par seconde, ce qui lui permet, après tout ce parcours complexe, de descendre jusqu'à typiquement 100 km d'altitude. Là, il rencontre de l'oxygène atomique qui rayonne dans le vert. Et c'est pour ça que les aurores sont plus souvent vertes. Mais régulièrement, enfin de temps en temps, le Soleil envoie des particules plus rapides, 1000 km par seconde, 2000, qui peuvent à ce moment-là descendre plus bas parce qu'elles sont arrivées beaucoup plus vite et qui vont heurter des molécules d'azote et des molécules d'oxygène. Et ces molécules d'azote et d'oxygène rayonnent dans toutes les autres couleurs aurorales, le mauve, le rose, le blanc qu'on voit ici, et qui est très 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 bien photographié ici par Jean Mouette. C'est vraiment les couleurs. Enfin, j'espère que vous avez pu voir leur film dans le planétarium hier. C'était absolument bluffant. C'était incroyable de précision. Voilà un film qui a été pris par la Station spatiale internationale. Et ce film, je l'aime beaucoup parce que on voit bien l'ovale, quoi. Vous voyez cette couche rouge, là, hein, au-dessus de 200 km d'altitude, suivie en dessous d'une couche verte, donc c'est vraiment de l'oxygène atomique, et puis on voit cette forme-là que ça prend, hein, la forme ovale. Là. Et évidemment, quand on est en dessous sur Terre, s'il n'y a pas de nuages, là il y en a beaucoup, on voit des aurores. Alors voilà, j'ai pas parlé de ce qui se passe en Arctique. L'Arctique se trouve au centre de l'ovale auroral. Néanmoins, les particules du Soleil qui arrivent au-dessus du pôle Nord et du pôle Sud magnétique, elles ont comme un trou là, qui leur permet de rentrer directement, et ça, on appelle ça le cornet polaire, et elles peuvent rentrer en Arctique. Alors il y en a beaucoup moins, ils sont moins accélérés, donc il y a beaucoup moins d'aurores en Arctique. Ça, c'est une photo en Arctique qui a été prise par un de mes thésards. Je ne prends que des thésards qui savent faire des photos, parce que moi, je ne sais pas en faire. Donc une belle aurore bleue, pareil en Arctique, une belle aurore verte. Et puis ça, c'est un film qui m'a été prêté par un collègue qui s'appelle Thomas Oulich, sur lequel on a une caméra plein ciel, donc on voit l'ensemble du ciel, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et voilà une nuit aurorale. Est-ce qu'on peut aussi de nouveau éteindre les lumières ? Donc maintenant, vous les connaissez, toutes ces couleurs, hein. Vous les connaissez bien, vous savez à quoi elles correspondent. Les heures sont accélérées, donc on les voit défiler en bas à gauche. Ce que ça veut dire pour moi, c'est quand je suis en observation, je sors. Hein. Je sors, je ne regarde même pas Capé, je regarde le magnétomètre, mais je passe des heures et des heures dehors. Et il faut juste s'habiller, hein, c'est que ça. Hein, parce qu'il peut faire moins 20, moins 30, mais on s'habille, on sait faire. Et il faut attendre. Il ne faut pas qu'il y ait de nuages, encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait de lune. S'il y a de la lune, on peut voir des aurores, mais c'est beaucoup moins joli, et ça peut durer pratiquement toute la nuit. Hein. Quand le soleil est vraiment actif, quand le champ magnétique interplanétaire est bien orienté. Je suis rentré des fois à 4 heures du matin, parce que j'étais vraiment frigorifié, mais ça durait encore. Le fait qu'il faille la nuit, ça veut dire aussi que vous pouvez en voir donc dans le cercle auroral, dans l'ovale auroral. Chez nous, ça correspond à ce qu'on appelait autrefois la Laponie, que mes copains là-haut me disent arrête d'appeler ça la Laponie, parce que c'est un mot péjoratif qui veut dire les souillons ou les serpillères en norvégien, appellent ça le territoire sami. Donc, quand on va là-bas, il fait nuit typiquement de octobre, 15 octobre jusque début mars, quoi, début mars, 15 mars. Voilà, l'aurore se calme vers 1h du matin. Je suis très fier de cette photo qui a été prise par un de mes thésards, Guillaume, parce que là, la petite tache qu'on voit derrière l'aurore, c'est une comète. Et cette photo, elle a été sur le site de la NASA avec la photo d'astronomie du jour.
Donc chaque couleur raconte une histoire. Hein. Elle nous dit qu'est-ce qui a été heurté, à quelle vitesse est arrivé le vent solaire et voilà. Ça, c'était cette année, au début de l'année, en Laponie. Donc j'aurais pas dû mettre Laponie, hein, c'est le pays Sami. Ce qui est pour moi extrêmement impressionnant par rapport à toutes les autres branches de l'astrophysique, c'est que quand je suis sous une aurore, j'ai le sentiment fort d'être en contact avec le cosmos, et c'est un sentiment physique, hein, pas du tout ésotérique, et je crois que comprendre la physique qui se cache derrière, eh ben, ça permet d'avoir encore plus de poésie dans le phénomène, d'encore mieux ressentir à quel point, à travers l'aurore, on est connecté au soleil. Des particules sont parties il y a 10 heures à 3 jours du Soleil. C'est le temps qu'il a fallu pour arriver. 10 heures, c'est le plus rapide. Et puis, elles ont suivi tout ce chemin complexe. Elles sont rentrées dans l'atmosphère. Elles ont excité l'atmosphère. Elles ont fait ces photons qui viennent se terminer dans mon œil. Et pour moi, c'est toujours quelque chose de très, très émouvant. Voilà, je vais terminer bientôt cette conférence. On m'a donné 3/4 d'heure. Je voudrais quand même donner un petit élément sur ce qui se passe plus bas en latitude. Plus bas en latitude, côté jour du Soleil, le Soleil envoie beaucoup de rayonnement, donc il y a du rayonnement visible, mais aussi du rayonnement dans l'ultraviolet. On le sait bien, on se protège contre des coups de soleil, mais encore plus dans l'extrême ultraviolet. Et l'extrême ultraviolet a cette propriété de pouvoir arracher les électrons aux molécules et aux atomes de la haute atmosphère, hein, au-dessus de 80 km de nouveau. Et ces électrons et ces protons peuvent se retrouver côté nuit, ils suivent en gros le vent solaire qui est très très loin derrière la magnétopause, et ils se retrouvent côté nuit. Et là, ils heurtent l'atmosphère, et cette atmosphère heurtée se met à rayonner. On appelle ça le rayonnement nocturne. Alors c'est quelque chose qui me fascine complètement parce qu'il y a déjà quelques années, j'ai dit à mes tutelles, donnez-moi des sous, il faut aller observer le rayonnement nocturne, c'est un truc qui est connu mais qui a été complètement oublié, plus personne ne travaille dessus, il faut aller le voir. Bon, j'ai pas eu mes financements, mais quelques années plus tard, des astrophotographes m'ont écrit en me disant Jean, on comprend rien là, sur nos photos, maintenant qu'on a des caméras super sensibles, on voit du vert de partout, c'est quoi ce truc-là? Et moi, ça m'a fait tellement rire, quoi. Qu'est-ce qui est le plus fascinant là-dedans? Regardez, c'est que ce rayonnement nocturne, donc ici c'est au col de l'Izoard, hein, dans les Alpes françaises, il est incroyablement structuré, quoi. Il a des structures de folie, quoi. Et donc, je voudrais faire un petit appel. Ça, c'est un film qui m'a été donné la semaine dernière par un collègue qui travaille en Finlande, qui s'appelle Maxime. Voilà. Et donc, il filme des aurores, donc c'est pas aussi joli que ce que fait Jean Mouette, mais regardez, dans les aurores qu'il filme, il y a des structures comme ça, très précises là. On dirait qu'elles sont horizontales, mais c'est peut-être juste une parallaxe, hein, on ne sait pas. Hein. Elles sont vraiment très clairement, elles sont très claires ces structures. Or moi j'ai plusieurs théories qui permettraient d'expliquer des structures comme ça, quoi. Lui, Maxime Grandin, il a appelé ça des dunes aurorales. Moi, je me dis que c'est juste, voilà, c'est comme il y a quelques années, on a trouvé les Steve auroraux, là il y a les dunes aurorales. Bon, pourquoi pas? Je suis pas très fan de la classification comme ça, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il existerait des dunes nocturnes, des dunes du rayonnement nocturne? Et donc, voilà, ça c'est pris du col du Lautaret dans les Alpes françaises, c'est Maxime Audou qui m'a donné cette photo, et vous voyez que c'est des structures incroyables, quoi. Et ce qui peut expliquer ça, c'est ce qu'on appelle des ondes de gravité, ou alors encore une fois des structurations du champ électrique. Et donc, ce que je vous propose, c'est de m'aider à les découvrir. Je sais que dans la salle, il y a plein d'astrophotographes. Je sais que vous êtes hyper forts. Alors, regardez vos photographies. Et puis, ce verre que vous essayez de virer à chaque fois de vos photos parce qu'il vous pollue vos photos, envoyez-le-moi. Dites-moi où vous avez pris la photo, dans quelles conditions c'était, quel jour. J'ai besoin de regarder les conditions géomagnétiques. Et essayons tous ensemble de découvrir les dunes du rayonnement nocturne. Envoyez vos photos à Maxime ou à moi. Si vous avez le moins de problèmes, que vous n'arrivez pas à noter l'adresse, les organisateurs ici, les gens de la FA sauront vous la donner. Voilà, j'en ai terminé. Je tiens à remercier Eric et Jean-Luc d'Auvergne qui m'ont invité et tous ceux qui organisent ces 3 jours absolument extraordinaires. Et puis, je tiens beaucoup à vous remercier aussi tous et toutes ici de votre patience. Et je termine par de la pub. Et j'ose faire de la pub parce que c'est des bouquins que je vais aller signer tout à l'heure, là, en fin d'après-midi, ici. Et j'ose
faire de la pub parce que pour des raisons éthiques, je refuse absolument tout droit d'auteur et je demande aux éditeurs de baisser le prix des livres à la place. Donc je me dis, du coup, que vous en achetiez ou pas, moi j'aurais pas un centime, je m'en fous, mais je me permets du coup de faire un peu de pub. Je vous remercie beaucoup de votre attention.